Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Voilà, il est 8h37 sur Studio Kalita. C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens et tous les quotidiens, bien entendu, consacrent ce matin leur manchette à l'attentat qui s'est produit donc hier soir dans la localité d'Adam, dans la région de Binyamin, au nord de Jérusalem. Terreur à Adam, titre le Israël Hayom, en soulignant que cet attentat a coûté la vie à un Israélien de 31 ans, dont on connaît l'identité. C'est le site Ynet qui nous donne son identité. Il s'agit de Yotam Ovadia, donc 31 ans, de la localité d'Adam. Cet attentat fait 2 blessés, dont l'un est toujours très grièvement atteint. Le Yediot Aharonot lui consacre la moitié de sa une à cet attentat et titre: c'est l'un des passants blessés qui a neutralisé le terroriste Adam. Effectivement, c'est le blessé le moins atteint qui a réussi à dégainer et à tirer en direction du terroriste palestinien. Le Maariv titre: l'un des blessés de l'attentat à Adam a succombé à ses blessures. Les journaux rappellent donc les faits. Un terroriste du village de Koubar de 17 ans a pénétré dans la localité d'Adam. Il a poignardé les passants qu'il a croisés en blessant 3 avant d'être neutralisé donc par l'un des 3 qu'il avait agressé, qui était armé. L'un des passants a été très grièvement blessé. Malheureusement, donc, les médecins de l'hôpital Hadassah Har-Hatzofim n'ont pas réussi à le sauver. Il a succombé dans la soirée à ses blessures. Il s'agit donc de Yotam Ovadia. L'un des 2 autres blessés plus sérieusement atteint, et le second, celui donc qui a réussi à neutraliser le terroriste, est légèrement blessé. Les journaux soulignent que l'assassin venait du même village que celui qui a assassiné il y a un an, presque jour pour jour, 3 membres de la famille Salomon dans la localité de Khalamish. Sur la radio israélienne, le président du conseil de la localité d'Adam a expliqué qu'il n'y avait à Adam qu'une clôture normale et non électronique et que le terroriste a pu facilement la franchir. La radio a également expliqué qu'un groupe de Bédouins qui vivent en bordure de la localité, qui ont de bonnes relations avec les habitants juifs d'Adam, ont remarqué le terroriste, ont tenté de le suivre car ils trouvaient son comportement suspect, mais il leur a échappé juste avant donc d'entrer dans la localité, de commettre son méfait. L'attentat n'a pas été revendiqué, mais au sein du Hamas, on s'est empressé de se féliciter et de dire qu'il s'agissait là, je cite, d'un acte héroïque. Ariel Kahana, qui est le correspondant politique du Israël Hayom et lui-même habitant de la localité d'Adam, il relate comment ses enfants ont réagi à ce premier attentat qui touche donc douloureusement cette localité. Peu après le drame, hier soir, mon fils a eu du mal à s'endormir. Il m'a posé toutes sortes de questions, écrit donc Ariel Kahana. Pourquoi tant d'ambulances? Que se passe-t-il avec mes copains? Mais finalement, il s'est endormi. Et nous aussi, nous allons donc reprendre le cours normal de la vie très rapidement. Au nord, il y a des menaces. Au sud, il y a des menaces. Et au centre du pays, donc dans notre localité, des menaces. C'est notre pays, écrit Ariel Kahana, et nous ne bougerons pas d'ici. Le Maariv, lui, mentionne en évidence ce matin la réaction au courroucé de Jason Greenblatt, le conseiller du président américain Donald Trump au Proche-Orient. C'est une attaque barbare. Quand Mahmoud Abbas condamnera-t-il la violence? Et en effet, pour l'instant, pas de réaction de la part de l'autorité palestinienne et de son chef à cet attentat. Les quotidiens israéliens et les sites d'information soulignent que les forces de sécurité israéliennes, qui, on le sait, donc, sont déjà sollicitées, en particulier dans le sud du pays, seront donc le déploiement des forces de sécurité israéliennes sera renforcé aujourd'hui en Judée et en Samarie et dans la partie est de Jérusalem afin d'empêcher de nouveaux débordements, de nouveaux actes de terroristes donc dans ces régions, bien entendu. Donc état d'alerte maximal pour les forces de sécurité israéliennes. C'est ce que l'on peut lire dans la presse de ce matin. Dans le journal télévisé d'hier soir, sur les chaînes 12 et 13, on a pu voir comment l'émissaire de l'ONU au Proche-Orient, Nicolas Mledanov, a pénétré par 2 fois hier dans la bande de Gaza pour tenter une médiation afin d'éviter une escalade de la violence le long de la frontière entre Israël et la bande de Gaza aujourd'hui. Et selon les journalistes israéliens des Hadashot, le message qu'il a transmis à la direction du Hamas est on ne peut plus ferme. Attention, vous êtes en train de jouer avec le feu, entre
tenté de dire au sens propre et au sens figuré. Un message également transmis par le second canal diplomatique, celui de l'Égypte, qui tente par tous les moyens d'éviter un embrasement général donc dans le sud du pays. Et ce message apparemment s'est heurté à la politique de refus du Hamas. Le Hamas qui a appelé hier ses habitants à se rendre massivement aujourd'hui le long de la frontière avec Israël pour manifester. Il sera intéressant de voir combien de manifestants répondent à cet appel. De son côté, Tsahal a lancé hier des dizaines de milliers de tracts à l'intérieur de la bande de Gaza pour mettre les Palestiniens de Gaza en garde face à toute provocation le long de la frontière. Sur ce tract en arabe, on pouvait lire que celui qui se rendra le long de la frontière risque d'en faire les frais. Tous les quotidiens se font également l'écho de la colère des Druzes israéliens après le vote la semaine dernière de la loi sur l'État-nation. Hier, les notables et élus Druzes israéliens ont rencontré le Premier ministre Benyamin Netanyahou et lui ont exprimé cette colère et le sentiment d'avoir été discriminés ou d'être des citoyens de seconde zone. Ils ont rappelé que la communauté druze avait contribué à la défense d'Israël et que des dizaines de soldats druzes sont tombés au combat pour la défense d'Israël. Ils ont exigé un amendement à cette loi qui stipule qui stipulerait une pleine égalité pour toutes les minorités à l'intérieur du territoire israélien, de l'État d'Israël. Le Premier ministre a expliqué qu'il n'avait pas l'intention de rouvrir cette loi sur l'État-nation, mais désormais, selon Kol Israël ce matin, on pourrait envisager une loi qui se rapporterait en particulier spécifiquement au statut de la communauté druze d'Israël. Dans le Maariv, Ben Caspit, l'un des principaux éditorialistes du journal, se fait l'écho d'une autre initiative, toujours liée à cette loi d'État-nation, le remplacement de la loi par une loi fondamentale qui consoliderait le statut de la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël. Quant au Israël Hayom, eh bien, il explique sous la plume de Chaim Schlein, lui aussi l'un de ses principaux éditorialistes, que cette loi sur l'État-nation ne porte pas du tout atteinte aux Druzes. J'ai lu la loi en détail, je suis juriste et je ne vois pas dans cette loi la moindre clause qui porte atteinte à la communauté druze, cette communauté qui nous est si chère à nous tous. Le Maariv mentionne en évidence une déclaration ne peut plus stupide, on peut le dire, et même stupéfiante, faite hier par le porte-parole du Fatah, Osama Kawasme. Celui-ci n'a pas hésité à affirmer que la chute de l'une des pierres du Kotel lundi matin, nous en avons déjà parlé à de multiples reprises, cette chute faisait partie, je cite, d'un plan délibéré d'Israël visant à déstabiliser et à détruire la mosquée d'Al-Aqsa qui se trouve donc au-dessus de cette partie du Kotel ou au-dessus, de l'autre côté de cette partie du Kotel. En fait, Kawasme revient à travers cette accusation sur l'une des affabulations palestiniennes selon lesquelles les Israéliens projetteraient la destruction de la mosquée d'Al-Aqsa pour restaurer sur la montagne sainte le temple de Jérusalem. Kawasme a sorti son accusation d'un mensonge historique puisqu'il a affirmé que tout ce qui se trouvait dans cette zone appartenait à l'islam et que les Juifs n'avaient absolument aucun droit sur cette zone, donc sur le mont du Temple, ou donc en contrebas du mont du Temple. Je vous rappelle que lundi matin, vers 5h45, une pierre du Kotel, du mur occidental, s'est détachée et tombée sur l'esplanade dite esplanade d'Israël, qui avait été aménagée par l'État pour les communautés conservatives et réformistes, mais sur laquelle prient aussi très régulièrement des orthodoxes, comme par exemple Daniela Goldberg, qui est membre de la Chassidut Rabat et qui se trouvait près du mur lorsque la pierre s'est détachée. Elle nous avait déclaré que la pierre avait détruit une partie du sol en bois de l'esplanade et qu'elle était particulièrement massive. Je pense que cette pierre pesait plusieurs centaines de kilos, nous a-t-elle dit. Il faut souligner que cette chute d'une pierre du Kotel est rare ici, mais qu'elle suscite un très vif intérêt, parfois même mystique, en Israël et dans le monde juif. Et on le voit donc qu'elle suscite également beaucoup d'intérêt au sein du Fatah. Les journaux nous annoncent ce matin qu'Ahed Tamimi, cette jeune palestinienne blonde, vous savez, incitatrice de provocation et condamnée pour violence contre des soldats et officiers de Tsahal, sera libérée de prison dimanche après avoir purgé une peine de 8 mois de détention. Comme il fallait s'y attendre, Ahed Tamimi fera alors à sa sortie de prison ce qu'elle sait faire le mieux, c'est-à-dire donner une conférence de presse dans laquelle elle ne devrait pas manquer de fustiger l'État d'Israël. Il est probable que la presse internationale, elle aussi, se rendra massivement à cette conférence de presse. Les sites d'information, et en particulier le site Ynet, font état d'un très grave incendie qui s'est déclaré durant la nuit dans l'un des grands immeubles de la rue des Nevi'im, dans le sud de Jérusalem, à quelques mètres de là où se trouve notre studio. Les pompiers qui ont été alertés sont arrivés rapidement sur les lieux, ont pu constater la puissance du feu, des flammes qui faisaient plusieurs mètres de hauteur selon les témoins. Avec beaucoup de courage, ils ont pénétré dans les flammes et ont réussi à faire évacuer les résidents de cet immeuble. Au total,
total 16 personnes, mais certaines de ces personnes ont été plus ou moins sérieusement brûlées. C'est le cas en particulier d'une famille, un père, une mère et 2 enfants qui ont été très gravement brûlés, plus ou moins gravement brûlés. Selon le site Ynet, l'origine de cet incendie serait criminelle. Un suspect qui a entre-temps apparemment été arrêté, aurait lancé une bouteille incendiaire. Donc, affaire à suivre. Et puis, le Haaretz nous rappelle que nous pourrons assister ce soir à partir de 22h, 22h30 à une éclipse lunaire, un phénomène particulièrement impressionnant que le quotidien nous détaille. Une éclipse totale de la Lune est provoquée par la Terre qui masque le Soleil et l'empêche donc d'éclairer la Lune. Cependant, le journal nous explique que l'on pourra voir la Lune, mais sans la lumière du Soleil, et qu'elle apparaîtra donc de couleur rouge ocre. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens. Il est 8h47. Dans quelques instants, j'espère que nous serons avec notre invité, le Rav Yoel Ben Harosh, qui nous livrera le mot de la paracha de la semaine. Je ne suis pas encore sûr qu'il arrivera à temps, ou en tout cas on lui parlera au téléphone au moins, pour le mot de la paracha sur la paracha de Vaetranan Shabbat Nachamu. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.